Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de la blessure à moto. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé. Alors moi, on m'a enlevé ça de ma jambe. Donc vous m'excuserez pour la présentation. Il y a moins de 48 heures, j'avais ce truc-là. Là. C'est pas hyper glam, je sais. Donc du coup, on va laisser la jambe en l'air parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Il me semble que ce sujet est trop souvent laissé pour compte alors qu'il fait complètement partie de la vie. Alors ça s'applique à la moto, mais à absolument tout type d'activité et même à la vie courante. Et lorsque ça m'est arrivé, donc en mars dernier, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien, mais aussi de témoignages de gens qui m'ont expliqué qu'ils ont eu la même chose. Donc apparemment, ça arrive souvent, une fracture du plateau tibial et aussi d'autres types de fractures. On m'a beaucoup parlé des polyfracturés. Donc les gens qui se sont fait plusieurs fractures et à moto, on peut vite comprendre que dans un accident, effectivement, ça peut arriver. Sauf qu'une blessure, on pourrait croire que c'est juste « Ah bah il s'est pété la jambe, ah bah tiens Gérard là il s'est pété la jambe, bon bah il est en arrêt pendant 6 mois, voilà, on prendra des nouvelles. » Ouais, sauf que dans sa tête, ça va être beaucoup plus compliqué que ça, on va passer par plein de phases. Moi dans les messages que j'ai reçus, j'ai entendu des gens qui m'ont dit qu'ils sont partis en dépression, qu'ils ont perdu leur conjoint, qu'ils ont perdu leur travail, qu'ils ont pris 15 kilos, beaucoup de choses dans ce genre-là. Alors évidemment ça n'arrive pas à tout le monde, mais le fait de l'avoir su, ça m'a mis en garde et ça m'a aidé à me reconstruire. Donc ce que j'aimerais faire, c'est vous proposer une vidéo chapitrée, une vidéo structurée sur toutes les étapes qui vont arriver dans votre tête, sur tout ce qui va se passer au niveau de la blessure, en partant du début jusqu'au moment où vous allez retrouver complètement votre vie normale. Et peut-être que ça pourra aider certaines personnes à éviter de tomber dans la dépression suite à une grosse blessure et à être mis sur la touche pendant 4 mois, 6 mois et même beaucoup plus parfois. On va donc commencer par le commencement. Boum! L'accident arrive. Alors dans mon cas, c'était tout simple, c'était au salon du 2 roues à Lyon. On faisait une espèce de petite compète 2 par 2 avec éliminatoire pour gagner un lot. C'était sur des petites surons électriques bridées, donc rien d'impressionnant, seulement 2 tours. La vidéo de la blessure doit durer 25 à 30 secondes maximum. Et en fait, à un moment donné, quand j'ai voulu faire l'intérieur à mon concurrent parce que j'ai vu qu'il avait manqué son virage, on se percute au moment où je lui fais l'intérieur et où il revient. On s'accroche quelques fractions de secondes. Quand on se sépare, il part à droite. Coup de bol, bah, c'est vers l'arrivée. Moi, je perds l'équilibre à gauche. Je tape le pied au sol pour me rattraper. Et au moment où mon pied touche le sol, pas au moment où je m'écroule, au moment où je touche le pied au sol, je sens un crack et c'est là que j'ai tout pété. Et même si ça paraît ridicule, franchement, pour qu'on aille enquiller ça dedans, que le gars il ait eu peur de devoir scier le tibia en deux pour aller chercher les morceaux derrière, les fixer et remettre le tibia, heureusement il a réussi à passer autrement. Donc 8 vis, une plaque et une broche, à mon avis c'est qu'il y avait vraiment du mal. Et quand il a vu la vidéo, le chir aussi, lui s'est dit mais comment c'est possible avec ce truc ridicule de se faire autant de dégâts comme je le vois sur le scanner. Je fais une micro-coupure de maxi 30 secondes, 20 secondes pour vous donner quelques informations. Premier appel avec Yann Dupré qui a un Ténéré Center, qui a une école de pilotage. On organise du 25 au 27 avril le forum des voyageurs à moto. Si vous voulez apprendre à faire du road trip, du voyage à moto ou partager un bon moment, il va y avoir plein d'ateliers, il va y avoir du roulage, de l'initiation au tout-terrain. Bref, je vous laisse aller voir, je vous mets le lien sous la vidéo. Deuxième info, début mai, juste après, pour mettre carrément en pratique ça, je vais être le parrain d'un nouvel événement organisé par Trail Adventure Magazine qui va s'appeler Trail Bivouac. On va partir 3 jours, on aura 2 nuits, il va y avoir 2 bivouacs au milieu, ça se passe en Auvergne, il va y avoir de jolies traces, on va s'éclater, on sera maximum 50, il y a de la route ou il y a du tout-terrain, il y a 4 niveaux donc il y en a pour tous les goûts. Donc si ça vous intéresse, pareil je vous mets le lien. Troisième info, si jamais vous découvrez la chaîne, je crée et je propose des guides de road trip moto que j'appelle Prêt à voyager. Vous avez les vidéos sur ma chaîne qui vous les présentent et ensuite vous les retrouvez sur la boutique de mon site internet lesapprentisvoyageurs.fr si vous voulez partir sur un coup de tête ou avec l'assurance d'avoir pratiquement 90% de route à plaisir et de vous régaler sans perdre de temps sur l'orga, eh bien je pense que c'est ce qu'il vous faut. Je vous laisse aller jeter un œil aussi. Et quatrième news, je vous en reparlerai dans la vidéo tout à l'heure, on va se retrouver au salon du 2 roues à Lyon qui va se passer mi-février dans quasiment un mois. Je vais être présent en grande partie sur le stand de Lone Rider et aussi sur le stand de Trail Adventure Magazine où Lilou vous retrouvera et on pourra discuter ensemble. Ça fera un beau coin de rencontre pour pouvoir parler de notre passion commune et de tout ce que vous avez envie d'aborder. Allez, fin des petites news, on retourne sur le sujet d'aujourd'hui. Alors là, ce qui va se passer tout de suite, c'est plusieurs émotions. Moi, la première chose qui m'est arrivée quand on m'a sorti du circuit, c'est ça y est, tout s'écroule. J'étais blanc. Il y a une photo qu'on m'a envoyée où on voit que je suis blanc, mais je suis éteint, livide. En fait, pour moi, tout vient de s'écrouler. Je sais très bien que je vais plus pouvoir marcher pendant un long moment. Je sais très bien que je vais plus pouvoir faire d'activité, que mon boulot, puisque j'étais auto-entrepreneur, va devenir compliqué. Bref, dans la tête, ça va très très vite et clairement,
tout s'écroule. Et encore, à ce moment-là, on n'imagine pas la suite avec la gestion de la vie courante à la maison. Mais ça fait partie des chapitres d'après. Et puis arrive donc le moment où le chirurgien va se présenter et va nous expliquer ce qu'il va faire. Donc là, bien évidemment, faut pas hésiter à lui poser des questions. Moi, j'ai eu énormément de chance. Je suis tombé sur un chirurgien humain, génial, qui m'a expliqué, qui a pris du temps, qui m'a rassuré. Franchement, je crois que je pouvais pas mieux tomber. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Donc si vous avez pas autant de chance, eh bien, essayez de poser des questions, de vous rassurer, de savoir ce qui vous inquiète. Réfléchissez-y avant parce qu'on réfléchit beaucoup trop pendant ce temps-là, puisque de toute façon, on n'a que ça à faire. Alors peut-être que comme moi, vous aurez un temps d'attente, puisque moi, ça m'est arrivé un vendredi soir. Le chirurgien pouvait m'opérer qu'à partir du lundi dans le milieu de journée. Donc ça veut dire que j'ai passé le week-end complet à l'hôpital à attendre. Alors tant que c'est pas fixé, ça fait mal parce qu'il y a tout qui bouge, notamment quand on a essayé au début à l'infirmerie, au salon, de m'enlever la botte. Enlever la botte égale tirer vers le bas. Quand on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas que c'est cassé. Encore, on se dit peut-être que c'est les croisés ou quoi. Et en fait, ça a écarté les nonos. Et ça c'est pas prévu pour en fait. Ça fait vraiment très très mal. Donc du coup, tant que c'est pas fixé, ça fera mal. Même avec une attelle bien serrée, ça sera pas chouette. C'est pour ça que pendant cette petite période d'attente, si vous ne faites pas opérer tout de suite, eh ben, ça risque d'être un peu douloureux, donc il ne faudra pas hésiter à demander les antidouleurs qui conviennent. Mais là, on va arriver sur une deuxième phase très difficile moralement, c'est la réelle prise de conscience de ce qui vient de nous arriver. En fait, il y a un moment où ça y est, tout devient réel. On a compris, il y a une phase de déni forcément où on se dit, dans notre tête, on ne peut pas s'empêcher de dire mais c'est pas vrai, c'est un cauchemar. Non, en fait, ça n'est pas arrivé. On va faire CTRL Z, on va revenir en arrière parce qu'on ne veut pas s'avouer qu'on est cassé, qu'on est blessé, qu'il y a un truc assez grave qui vient d'arriver et qui, bon, même si on va largement survivre, mais qui va prendre du temps et va avoir des conséquences. Et à ce moment-là, on va rentrer dans une phase où mentalement, on va se lamenter sur son sort, on va s'apitoyer sur son sort, on va vouloir partir vers la dépression parce que j'en reparlerai, je pense, souvent dans cette vidéo. Votre cerveau, il a ce qu'on appelle un biais négatif, il a la tendance à aller plus facilement vers le bas, vers les choses faciles, vers les choses qui le réconfortent, vers les choses qui, même si c'est des mauvaises choses, mais qui vont lui faire du bien. Alors que aller vers le haut, se bouger le cul, remonter, se motiver, se battre, ça demande beaucoup plus d'énergie et forcément c'est plus difficile. Donc dans cette phase où on va prendre conscience de ce qui vient de nous arriver et avec une fatigue qui va aussi venir se rajouter, forcément il a envie de nous emmener vers le bas et de nous faire tourner dans notre tête que des pensées qui sont pas très chouettes et qui vont vraiment faire perdre le moral. Et en fait là je vous le dis tout de suite, il y a deux choix. C'est soit vous continuez là-dedans pendant un moment et vous vous lamentez et vous creusez votre trou et vous creusez votre trou et ça peut durer longtemps et ça va jamais vous aider. Une chose est certaine, c'est que ça ne vous aidera en rien. Soit vous vous dites « Ok, stop, ça vient d'arriver, c'est comme ça, c'est là, c'est ce qui est, je dois accepter ce qui est, j'ai pas d'autre solution. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour m'en sortir au plus vite, pour m'en sortir physiquement, moralement, pour essayer de gérer tout ce qui m'attend parce qu'il va y avoir des choses à gérer. Donc j'ai besoin d'être fort, j'ai besoin d'avoir un gros moral parce que si je suis faible et en dépression, gérer le quotidien qui m'attend, gérer la famille, gérer le taf, gérer les papiers, parce qu'évidemment il va y avoir un peu de paperasse à faire, il faut pour ça que je sois au top de mes, on va dire, au meilleur de mes capacités plutôt, surtout mentales et morales. Et c'est pour ça qu'il va falloir décider au plus tôt de ne pas creuser son trou et de ne pas se démoraliser. Alors dans mon cas, je sais que ça a duré pratiquement 48 heures. Alors j'ai eu une chance énorme, c'est que j'ai reçu beaucoup de soutien. Alors du soutien évidemment de la famille et des proches, ça c'est normal et c'est quelque chose de vraiment important. Mais dans nos familles et nos proches, on n'a pas non plus 600 000 personnes. Et j'avais une chance énorme, c'est que j'ai quand même une communauté qui me suit et j'ai des gens incroyables dans cette communauté que je pourrais d'ailleurs jamais assez remercier parce que j'ai reçu un nombre incroyable de messages et avec du soutien, avec de la force, avec des encouragements, avec des partages de témoignages, des retours, des choses qui, alors parfois des choses qui m'ont pas rassuré. J'ai reçu quelques horreurs qui sont arrivées à des gens qui heureusement vont mieux aujourd'hui, mais qui m'ont pas forcément rassuré sur le coup, ou des témoignages d'expérience où il y a dû avoir plusieurs opérations, ça s'est mal passé, il y a eu des loupés. Alors là, j'avoue que moi qui gamberge beaucoup, ça m'a pas vraiment aidé, mais j'ai reçu aussi 99%, on va dire, de choses qui m'ont boosté et je sentais comme un pack de gens derrière moi et ça m'a aidé. Ça m'a aidé à raccourcir cette période de pseudo-dépression et lamentation. Et du coup, je pense que ça n'a pas duré plus de 48 heures. Donc ça s'est arrêté un petit peu avant d'aller à l'opération. Et ce que je peux vous recommander, même si vous avez plus de proches que moi ou d'amis ou de famille, essayez de trouver des gens
avec qui partager ce qui vous est arrivé dans des activités sportives ou des activités de loisirs que vous aviez à côté, ou sur des groupes ou des forums où vous seriez sur une passion que vous avez en commun avec des gens. Essayez de dire, bon bah les gars, je viens vous donner des news, pas cool pour moi, il vient de m'arriver ça. Essayez de tendre un peu le bâton pour qu'on vienne vous soutenir. Les gens le feront de toute façon parce qu'il y a une superbe solidarité qui se met en place à ces moments-là et qui va vous aider, parce qu'il faut absolument que vous réduisiez au maximum cette période de dépression, lamentation, sachant qu'elle va revenir. On va en reparler dans les phases suivantes. Elle va revenir, elle va pas, parce que forcément notre cerveau il va faire le yo-yo, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a de la fatigue, mais ça je vous le détaille dans les phases suivantes puisque là techniquement on n'est pas encore opéré. Alors parlons quand même de l'opération directement. Bon, concrètement, si je peux vous donner un plus gros conseil, parce que finalement une fois qu'on vous a posé le cathéter, truc que je déteste mais finalement c'est pas insurmontable, bah il y a tout ce qu'il faut pour vous filer des antidouleurs éventuellement, même si vous pouvez les avaler, et puis pour vous endormir et vous opérer. Il y a un truc auquel j'avais pas pensé. Si vous êtes opéré, si vous le savez un petit peu à l'avance, ne buvez rien ou très peu, demandez à la limite ce à quoi vous avez le droit. Même si on vous dit ouais c'est 2 heures avant, moi je vous conseille de pas boire grand chose plus que ça avant. Parce que par exemple, j'avais envie de pisser. Ah oui, puisque pour préciser, j'avais pris mon petit déj, j'étais opéré vers les 14 heures ou un truc comme ça, donc j'avais pu prendre mon petit déj, mon café, mon petit truc habituel, et puis j'aime bien boire beaucoup d'eau, donc voilà. J'ai arrêté quand on m'a demandé d'arrêter, sauf que je suis arrivé devant le bloc avec une envie de pisser. Mais quand on est assis dans un lit, qu'on nous file un espèce de truc pistolet là pour faire dedans, dans un couloir, avec tout le monde qui passe, avec l'anxiété et la peur et l'angoisse et compagnie, autant vous dire qu'il va rien se passer. Et quand vous leur dites, ils vous font une petite écho, ils font « Ah oui, la vessie est pleine, on pose une sonde ». Sauf que moi, ils me l'ont posé sur la table de bloc à 5 minutes de m'endormir. J'ai jamais eu une douleur telle de toute ma vie. Pour un homme, pour une femme, je peux pas te dire. Mais pour un homme, passer une espèce de poire qui va se gonfler, là où vous pouvez l'imaginer, hein, ça passe pas par ailleurs. Hein. Et puis enquiller un tuyau qui est long, je sais pas comment, pour qu'il aille dans la vessie, pour que ça vous pose une sonde, alors que quelques minutes après, on m'a endormi et qu'on aurait pu me le faire en étant endormi, je vous garantis que c'était le pire truc de toute ma vie. Ah, autant vous dire que là, il y a 2 jours, donc là on est jeudi, on m'a enlevé ça mardi, autant vous dire que mardi, j'ai rien bu depuis la veille. Hein. Clair et net. Le retrait, dans tous les cas, de cette sonde se fait évidemment réveiller, mais la pause, what the fuck? J'ai pas compris le concept. Apparemment, c'est pas ce qui se fait, j'ai pas eu de bol. Donc, pour éviter ça, pensez à pas trop boire en avance quand même. Bon, après, bah écoutez, hein, ils vous endorment, ils font ce qu'ils ont à faire, et puis vous vous réveillez en salle de réveil, donc ça, c'est propre à chacun, plus ou moins bien. Moi, j'avoue que j'étais du genre, ah, je douille, sachant que là, je douillais fort, mais avec leur truc, vous avez mal combien 1 sur 10? Je sais pas, arrache-moi le bras, je te dirai combien c'est 10. Bon, c'est relativement difficile de poser une douleur, j'aime bien essayer de faire le couillon quand même, et de garder un peu le moral, quoi, quand ça va pas comme ça. Donc c'était difficile de leur faire passer ma vraie douleur, et du coup, bah, j'ai pas eu le droit à grand chose. Bon, ça c'est pour la partie physique, mais ce que je vous ai dit, c'est que je voulais qu'on parle de la partie mentale, donc parlons du retour à la maison. Quand vous allez rentrer, vous allez tout de suite vous rendre compte de quelque chose, c'est qu'à l'hôpital, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas la maison à gérer, il n'y avait pas de course à faire, même si c'est pas le top, on vous pose le plateau repas, vous n'avez pas le ménage à faire, on peut vous aider sur votre toilette, vous avez plein de personnes, plein de personnel pour vous aider, donc vous ne vous posez pas les questions qui arrivent quand vous êtes à la maison. Une fois à la maison, là vous allez prendre en pleine face la perte d'autonomie. Et là ça peut être aussi un des facteurs de rechute de morale, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de quelqu'un pour tout ou pour beaucoup de choses, selon la blessure que vous avez. Parce qu'évidemment, si comme moi, vous avez une blessure qui touche le bas du corps et que vous perdez la marche, là, ça va être radical. Si vous avez quelque chose au niveau du haut du corps, bien évidemment, on sait que le moindre bout de corps est utile, ne serait-ce que même un petit doigt pour porter des choses, c'est une fois qu'on l'a plus qu'on s'en rend compte, mais on peut toujours marcher, on peut toujours se déplacer, on peut toujours, sauf si on a, bon évidemment les 2 bras pétés ou quoi, mais on peut arriver à faire quand même certains trucs. Quand on peut plus marcher, plus se déplacer, vous imaginez pas, tout devient une mission. Aller aux toilettes, quand vous avez qu'une jambe, que l'autre doit rester tendu avec une attelle, que vous devez prendre des angles pas possibles selon les toilettes que vous avez pour vous poser dessus, pour vous relever. Moi, j'avais des techniques où je prenais une demi-béquille que j'avais retrouvée, que je coinçais dans l'angle des chiottes pour m'appuyer dessus, pendant que je, boum, finis par tomber dessus pour me relever. C'était terrible. Enfin, et ça, c'est que un truc. Je vous parle pas d'aller prendre une douche si vous avez qu'une baignoire.
bah bonne chance. Moi, par chance, j'avais une douche. Et parmi les conseils que je peux vous donner, j'ai pu acheter sur Amazon une espèce de truc transparent en néoprène, chaussettes qui arrive jusque-là, qui me permettait de prendre ma douche quand même sans mouiller le pansement, pour faire une toilette quand même minimum. Mais voilà, il va falloir essayer de trouver comment avoir des astuces pour vous aider parce que la perte d'autonomie, elle va être dingue. Et tant qu'on est valide, on ne peut même pas y penser. C'est là où on prend conscience de ce que vivent les personnes handicapées pour de bon et pour toute la vie ou en fauteuil. Ouais, c'est une autre vie, c'est pas la même vie, hein. On va pas à la même vitesse, on fait pas les mêmes choses, faut tout adapter, ça devient vite compliqué. Et ça va, comme je viens de vous le dire, jouer sur votre morale. Donc il va falloir trouver des alternatives pour essayer de contrer ça et de ne pas perdre le moral, de tenir bon et de s'en sortir et de trouver quand même comment vivre assez facilement pendant cette période de convalescence. Si vous êtes accompagné à la maison, ça va pouvoir vous aider, sauf que la personne qui est à la maison, elle travaille certainement, peut-être qu'elle va s'occuper des enfants si vous avez des enfants, donc elle va être chargée elle aussi. Attention, prenez soin d'elle, ça va être compliqué pour elle aussi, parce qu'elle va porter beaucoup de choses sur ses épaules. Elle va peut-être devoir aller, ou certainement devoir aller chercher vos médicaments, chercher des choses, gérer les courses tout seul, donc gérer les enfants tout seul. Le ménage, ça va être compliqué parce qu'elle a le boulot, préparer à manger, vous la portez sur le canapé quand vous ne pouvez même pas vous lever, quand vous ne devez pas bouger. Enfin voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Donc déjà, ménagez la personne que vous avez à côté de vous. Et si vous êtes seul, eh ben peut-être qu'il va falloir imaginer d'aller chez quelqu'un, retourner dans la famille, les parents, un proche, un cousin, des potes, des amis, je ne sais pas. Mais ça pourra peut-être vous aider parce que ça va être long et ça va être une période où il va falloir avoir du soutien et de l'aide pour tous les jours. Alors au niveau des petites astuces que je peux vous donner, moi il y en a une qu'on m'a donnée qui a été génialissime. Bon, il est là-bas derrière, je ne peux pas vous le montrer, c'est un tabouret. C'est un tabouret de coiffeur en fait. Avec, il faut bien prendre celui pas avec les roues noires là comme on a sur les chaises de bureau. Il faut prendre celui avec les roues de roller transparentes, les grosses roues, pour pas que tout se coince dedans et ça roule beaucoup mieux. Et moi, on m'avait donné l'astuce tout de suite quand j'étais encore à l'hôpital. Et ça veut dire que avec mon attel, et ben, je pouvais m'asseoir dessus, régler la hauteur et avec un pied, avec celui-là, je poussais. Avec celui-là, je consommais des chaussettes parce que je ne pouvais pas aller en avant parce que ça bloquait. Donc j'allais en arrière, donc je rappelle le talon au sol, mais c'est pas grave. Mais du coup, au moins, je pouvais me déplacer et traverser la maison et me servir de mes mains. Parce que quand vous avez après les béquilles, vous avez les deux mains prises si vous avez comme moi le bas du corps. Et qui dit deux mains prises dit bah là tu peux plus rien faire. Alors si, là vous allez dire merci au sweat avec les poches kangourou. Alors il faut des grosses, là elles sont pas assez grosses sur moi. Et vous allez mettre des choses dedans, peut-être du sac à dos ou peut-être cette chaise pour pouvoir avoir les mains libres et aller vous chercher un café, aller utiliser le micro-ondes, ouvrir le frigo, enfin faire des tâches quotidiennes. Donc ça voilà, c'est toutes des petites choses auxquelles il va falloir penser. Par exemple un tabouret de douche aussi, même si vous avez une douche, bah moi au début j'avais pas le droit, comme ils ont reconstruit l'os et qu'ils ont mis de la greffe osseuse, j'avais pas le droit de poser du poids au sol, le pied au sol pendant 2 mois. Et là, eh ben, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions. Donc pour la douche, rester debout honnêtement c'est hyper dangereux. Donc j'avais un tabouret, une espèce de chaise de douche en fait. Ça doit se trouver sur le bon coin un peu partout. Je vais encore m'attarder un petit peu plus sur la perte d'autonomie parce que comme je vous le disais, dans mon cas, moi j'avais carrément plus le droit de poser le pied au sol. Donc je pouvais arriver à me lever de manière assez bizarre et assez absurde. Et puis avec mes béquilles, je pouvais vite fait me déplacer. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez un membre comme ça qui est immobilisé, aujourd'hui ça se fait de moins en moins. Bon là, il n'y avait pas le choix puisque j'ai pas le droit de m'appuyer dessus. Pour des entorses par exemple, moi je me rappelle qu'une fois pour une entorse à l'épaule, une luxation, on m'avait laissé 45 jours comme ça. Bah, en fait, ça détruit absolument tout, du début à la fin, y compris le coude qui avait rien demandé. Je sais que maintenant on fait de moins en moins ça, on remet du mouvement tout de suite. C'est d'ailleurs ce qu'on m'avait proposé. Moi, dès la sortie de l'opération, enfin dès le lendemain de l'opération, la première, on avait de la kiné qui venait dans la chambre avec un arthromoteur. Donc c'est une machine qui fait, on choisit les réglages et qui fait flexion-extension sur la jambe pour remettre du mouvement dedans. Parce que je n'avais pas le droit de faire, c'était de mettre du poids, mais du mouvement autant que le permettait l'inflammation suite à l'opération, les douleurs, etc., la cicatrice, on avait le droit de le faire ça. Donc du coup, il faut le faire parce qu'en gros, quand vous avez comme moi par exemple, que ce soit un tibia, un fémur, un quoi que ce soit, du moment que c'est le membre inférieur, si on vous l'immobilise et qu'on vous dit ne plus marcher, en fait, tout se détruit dans le membre. Enfin, tout va mourir en fait. En fait, la non-fonction d'un organe tue un organe, clairement. C'est-à-dire que moi, j'avais le pied qui commençait à faire comme les personnes très âgées qui ne peuvent plus marcher, qui sont alitées, ben, on voit les pieds, ils se rétractent comme ça. En fait, c'est comme s'ils se referment, ils meurent, enfin c'est très bizarre. Moi j'avais des décharges dans le pied quand je me touchais dessous parce que ça m'avait fait un truc bizarre, je pense l'opération, ça m'avait asséché le pied, enfin j'étais dans un sale état parce que bah, c'est pareil, hein, c'est pas irrigué pareil, pardon, le sang, tout ça, il se passe plein de choses, votre corps il est en alerte maximum, il est là pour reconstruire, c'est une machine incroyable, on va peut-être pas aborder ce sujet mais je m'étais renseigné dessus, il se passe des choses, votre corps il la gère aussi la fracture, c'est dingue ce qu'il va faire, c'est même
impensable en fait que ça puisse marcher aussi bien. Mais bref, il va pas mettre toutes les priorités aux mêmes endroits. Et moi, mon pied, il était carrément en train de dépérir. Et si je le posais au sol sans mettre de poids parce que j'avais pas le droit, ou ne serait-ce que assis, avec juste le poids, du bas de la jambe, et ben je prenais des décharges électriques dans le pied. Et quand je touchais ma plante de pied avec mes doigts comme ça, je prenais des décharges électriques. Et ça a donc tué à petit feu tout. C'est-à-dire que j'ai perdu du muscle énorme. A priori, le corps balancerait une espèce d'hormone, ou je sais pas comment on dit, de protéines, pour faire un peu mourir nos muscles, pour pas qu'il tire sur la fracture parce qu'il sait qu'on est cassé. Et donc du coup, pour se sécuriser et éviter d'avoir des gros muscles qui tirent, qui se contractent par protection, voilà, il va dire non, les muscles, vous déjà, vous liquéfiez, vous foutez la paix là-bas dans la zone, on va réparer autre chose, on pensera à vous plus tard. Et en gros, c'est ce qui s'est passé. Moi, en peu de temps, j'ai perdu complètement mes muscles. Et pire que ça, j'ai perdu le lien avec mon cerveau. Par exemple, le quadri, là, quand tu fais contract, et ben là, non, il ne savait plus contracter, rien du tout. Mon cerveau ne savait plus piloter le muscle au bout de 10 jours. Même s'il était en grande partie déjà fondu, eh ben, il savait juste plus le piloter. Et il ne va pas se passer que ça, il va se passer tout le reste parce que quand on remonte, on a la hanche. Aujourd'hui, le truc que j'ai le moins récupéré, parce que là, bon, là je ne peux pas le faire parce que j'ai le pansement et les agrafes, mais j'avais récupéré pas la flexion maximum, mais je peux m'accroupir et je suis un peu en décalage, mais c'est pas si mal. J'ai hâte de voir quand j'aurai pu les agrafes, si le fait d'avoir enlevé cette magnifique plaque en titane, si du coup ça va me permettre de récupérer, parce que même quand je faisais talon-fesse, je tirais comme un âne de toutes mes forces et j'arrivais pas à toucher le fessier. Mais le pire que j'ai toujours pas récupéré, c'est quand vous vous mettez en tailleur et que vous écartez les jambes, un peu comme ça, là, voilà, celle-là. Là. Et ça, je peux pas le faire avec l'autre, pas autant. Et parce que c'est remonté jusque là, ça fait des dégâts partout. Donc, cette perte d'autonomie, elle va être difficile à voir. Donc, il va falloir l'accepter, il va falloir vivre avec et il va falloir se concentrer sur la suite. Il y a une phrase que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Là, vous êtes dans un tunnel, il n'y a qu'un chemin. C'est devant, 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 devant. On ne peut pas se retourner, il ne faut pas s'arrêter. Enfin, vous pouvez vous arrêter, mais il n'y a pas le choix, il faut sortir. Donc, il faut marcher. Enfin, marcher, c'est une image. Il faut avancer et il faut tout faire pour ne pas stagner et pour aller de l'avant. Et pour ça, on va attaquer un autre chapitre qui va être la rééducation et l'alimentation, puisque ça va aller de pair pour votre convalescence, votre récupération et votre reconstruction. Donc là, on est d'accord, on est sur la phase où on va bâtir des fondations solides pour se remettre et retourner à la vie normale au plus tôt. Moi, quand ça m'est arrivé, le chir, il m'a dit, vous en avez pour 4 à 6 mois. Alors 4 à 6 mois, c'était pour avoir une vie à peu près normale. Pas forcément pour refaire de la bécane. Je vais vous partager ce que j'ai fait. Alors, on sait qu'on est tous différents, nos corps sont tous différents, on n'aura pas les mêmes chirs, on n'aura pas les mêmes intervenants, etc. Mais au bout de 4 mois, j'en étais dans un état où le chir m'a dit normalement les gens, c'est 6 mois qu'il leur faut pour ça. C'est-à-dire qu'au bout de 4 mois, j'avais bien forcé dans ce garage, je m'étais fait une petite salle de sport, j'avais acheté des élastiques, il faut que je vous mette le nom aussi parce que ça m'a pas mal aidé. J'ai pris les petits poids, j'ai pris les petits trucs, je me suis acheté un vélo de biking chez Decathlon, pas d'appartement électrique machin, non, un vrai vélo en métal de biking. J'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté et au bout de 4 mois, j'aurais pu reprendre la moto puisque ça m'a amené, oui, ça m'est arrivé début mars, donc ça faisait en juillet, oui, j'aurais pu, mais je m'étais dit, écoute, c'est pas utile, je vais pas arriver à faire ce que je veux, il y a les vacances en famille après, je vais pas prendre de risques, je vais rester encore tranquille et c'est en septembre où j'ai repris. Donc voilà, mais au bout de 4 mois, j'aurais pu. Donc comment j'ai fait? Déjà, première chose, autour de chez moi, quand vous sortez de l'autoroute, tous les ronds-points, il y a marqué on cherche médecin, on cherche médecin, on cherche médecin. Chez moi, il y a que dalle. Et en kiné, il y en a pas beaucoup et les kinés qu'on a, franchement, c'est compliqué. Les bons, ils sont pleins, ils prendront plus jamais personne jusqu'à la fin de leur carrière, même s'ils ont 30 ans, hein, parce que on sait qu'ils sont bons. Non, il y en a où même on vous déconseille, les médecins vous déconseillent d'y aller. Donc j'ai eu du mal à me faire entourer de kinés. Celui qui a pas loin de chez moi, qui a une magnifique salle de sport, il prend 6-8 personnes en même temps. Si vous faites les ultrasons, il se barre, vous restez en plan. Donc c'est compliqué, je voulais pas y retourner. De toute façon, au début, je pouvais pas parce que je pouvais pas conduire. Même en boîte auto, je pouvais rien faire, la telle et compagnie. Donc j'ai demandé à domicile. À domicile, j'en ai qu'une qui est par chez moi, pareil, débordée, elle ne pouvait pas rester très longtemps. Donc j'ai vite compris qu'il fallait que je me prenne en main. Donc je me suis renseigné, je me suis rapproché de mon chirurgien. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, vers quoi on doit aller, quels sont les objectifs. La kiné que j'avais du coup, qui était très sympa, mais qui était pas là beaucoup, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle me serve plus de consultante et de supervision de ce que j'allais faire pour pouvoir me débrouiller tout seul. Alors attention, s'il vous plaît, n'attendez pas que ça se passe. Ils feront rien de magique si vous ne faites pas vos exercices. Même si vous avez la chance d'avoir un kiné qui vient
1 heure qui se concentre sur vous, vous allez devoir faire vos exercices tous les jours. C'est la répétition, la fréquence qui va faire que vous allez vous en sortir. Le chirurgien ne faisait que me le rappeler quand je voyais que je pouvais rien faire en flexion. Je me suis dit, là je peux pas vous le montrer, mais je suis largement capable de faire ça avec cette jambe. Enfin, lundi ou même mardi à 10 h, je pouvais largement faire ça avec cette jambe. Je pouvais descendre jusqu'en bas à faire des squats avec une barre. Alors, je suis pas costaud, hein, mais avec une barre à plus de 30 kg, il n'y a pas de souci. Je pouvais faire des squats jusqu'en bas et remonter et me faire des séries de 5 x 12 sans problème. Donc ça va revenir. Mais au début, on ne peut pas y penser. Le cerveau, il ne peut pas y penser que ça va revenir. D'ailleurs, des fois, on se demande si on va remarcher un jour. Enfin, ça, c'est quand au bout de quelques semaines sur le canapé, on a notre cerveau qui commence à nous dire « Allez, viens, on replonge du moral ». Mais du coup, ça va revenir. Mais pour ça, il faut faire vos exercices tous les jours. Il faut être draconien. Il faut se donner du mal et il faut écouter la douleur, certes, mais aller jusqu'à là où le médecin, le chirurgien vous a dit que vous avez le droit d'aller. S'il vous a dit que vous pouvez aller jusqu'à la douleur, moi, c'est ce qu'il m'avait dit. Du moment que quand vous arrêtez, elle s'en va et qu'elle ne persiste pas et que vous n'avez pas créé une inflammation, parce que c'est ce qu'on ne veut pas, recréer une surinflammation, eh ben, c'est OK. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, un bref petit mot aussi sur les centres de rééducation. J'ai eu beaucoup de messages de personnes qui m'ont dit « Va dans un kiné avec une piscine ». C'est génial. Il n'y en a pas chez moi. Et quand vous êtes incapable de vous déplacer, vous n'avez pas un larbin où vous claquez des doigts qui va vous amener pour 45 minutes de rendez-vous et vous ramener. Vous pouvez éventuellement peut-être trouver des ambulances qui vont vous faire l'aller-retour. Waouh, je ne sais pas déjà si c'est possible, combien ça va coûter, si tout est remboursé, parce que le gars, en gros, il fait quoi? Il va vous faire 25 minutes, une demi-heure de trajet, vous attendre 45 minutes, revenir. Bon, je n'ai pas voulu aller là-dedans. De toute façon, autour de chez moi, il n'y a pas. On m'a aussi beaucoup parlé des centres importants de rééducation, Cap-Breton et compagnie. Alors, il faut savoir que ces centres souvent prennent des sportifs de haut niveau ou des militaires ou des gens particuliers, pas forcément des monsieur tout le monde. Et puis, il y a autre chose, c'est que j'ai une famille. Partir 3 mois comme ça, dire bye bye la famille et le petit pendant 3 mois, voilà, il y a la vie quotidienne, il y a monsieur tout le monde hein, qui fait qu'on ne peut pas forcément faire ça. Donc moi, je suis rentré dans un schéma où j'avais peu de kinés autour de chez moi et j'ai dû me débrouiller. Attendez, je vais rebaisser un peu la jambe parce que c'est pas agréable non plus comme ça, c'est juste pour le sang, là, j'aurais pas trop qu'elle gonfle, même si elle va quand même beaucoup mieux que l'opération du mois de mars. J'ai donc tourné cette rééducation sur moi-même et j'ai essayé de le faire au maximum. Au début, si vous avez comme moi pas le droit de poser du poids dessus, eh bien moi j'ai pas fait assez. J'ai pas fait assez quelque chose parce que je me suis dit ok c'est trop pas solide etc. Même si le chir faisait que me répéter non t'inquiète quand il y a ça c'est quand même assez bloqué hein. L'affaire elle est quand même assez verrouillée. Mais moi voilà il m'a parlé de greffe osseuse, tu mets du poids, ça se réeffondre et c'est tout foutu, il faut y repasser. J'étais trop sage. Alors pas de poids c'est ok, par contre bouger. Ça, il faut y aller. Essayez de vous commander, de vous faire prêter, de louer, d'acheter d'occasion. Moi, j'ai un ami qui a pu m'en prêter un Compex. C'est un appareil de stimulation pour vous faire de la stimulation électrique sur les muscles. Moi, j'avais eu donc un Compex. Je crois que c'est la meilleure marque. Hein. C'est un truc suisse, il me semble. Tout le monde en parle. Il y a plusieurs marques, mais les Compex sont bien. Et vous avez vos électrodes à acheter et vous allez redémarrer la stimulation du muscle. Ça, faites-le à zap. Au plus tôt, le plus tôt possible. Faites-le le plus tôt possible pour réveiller ce muscle et réveiller le lien muscle-cerveau et puis faire juste des contractions ridicules pour voir que ça rebouge en fait et que ça va réveiller. Pour le moment, on est juste à de l'éveil musculaire. Donc ça, pensez-y. Pensez-y, stimulation électrique, il le faut. Et puis des petits exercices que va vous donner le kiné, ne serait-ce que contracter la jambe, essayer de la soulever. Je ne pouvais plus soulever la jambe, ça me tirait dans la rotule parce que comme vous n'avez plus de muscles et puis comme vous avez été quand même sacrément chahuté hein, en fonction de ce que vous avez eu, moi verrouiller la rotule, c'était plus possible. Je ne pouvais pas soulever ma jambe, c'était dingue. Et c'est là où on se sent diminué, mais à l'extrême en fait, à outrance, on n'est plus capable de bouger une jambe. Enfin, vous imaginez le truc, on n'est plus capable de marcher, on n'est plus capable. Mon fils, en gros, a marché avant moi. Hein. On en rigolait, valait mieux en rigoler qu'en pleurer d'ailleurs, mais il a marché avant moi, enfin avant que je remarche quoi. Enfin, c'est assez dingue. Bref, donc il va falloir faire un maximum d'exercices et les exercices de flexion-extension. Putain, si vous êtes une chochotte comme moi, ça fait mal, ça fait… Le cerveau, il veut pas y aller, on est en… Non, d'ailleurs, il va bloquer, il va essayer d'empêcher, voilà, mais avec l'aide de la kiné, il va falloir essayer de faire en sorte de récupérer. Donc ça, c'est pour la phase rééducation. Et puis quand vous aurez le droit, évidemment, à reposer du poids, ou peut-être que vous l'aurez dès le début, pareil, dans la limite de ce que vous donne le chirurgien, écoutez votre chirurgien, c'est important. S'il vous dit, faites pas… Ah oui, purée, un truc, ne faites pas les caïds, ne faites pas les héros, ne faites pas les durs. Vous êtes peut-être un rugbyman, un bonhomme, vous faites peut-être 90 kg de muscles sur 2 mètres de haut, j'en sais rien. Arrêtez, vous êtes un humain fait d'os et d'eau, hein, comme tout le monde. Si le chir a dit « tu te lèves pas parce que ça va craquer »,
tu te lèves pas parce que ça va craquer. Combien j'ai eu de témoignages de gens qui ont fait bouger les vis, mais moi ça m'a tétanisé. Je faisais que comparer leurs radios, les miennes, regarder, ça me foutait la trouille. Et c'est pour ça que j'arrêtais pas d'appeler le chir et de dire vous êtes sûr c'est solide, je peux faire ça, je peux. Bah ne serait-ce que attends, ah ça tire trop. Non, ah merde, non ça tire. Enfin ne serait-ce que poser le pied comme ça, son propre poids. J'ai dit mais vous êtes sûr que je peux? Il m'a dit mais oui ça tu peux. Mais parce que bah moi j'ai des mecs qui ont essayé de marcher en fait, alors qu'on leur a dit non et donc ils ont tout recraqué et donc réopération. Non, ça c'est non. Écoutez votre chirurgien. Et quand il va vous dire tu peux remettre du poids, il va peut-être vous donner un programme de charge. Moi, par chance, ça avait hyper bien cicatrisé. Je vais vous donner quelques astuces. Enfin, on ne pourra jamais prouver si oui ou non ça m'a aidé, mais je vais vous donner quelques astuces qui, je pense, mettent toutes les chances, et ne serait-ce que pour les regrets, vont mettre toutes les chances du bon côté pour éviter les regrets. Bref, le chir m'a dit, dès qu'au bout de 2 mois, hop, c'est consolidé, plus de traits de fracture, plus rien, vous pouvez mettre du poids dans la limite de la douleur. 100% aurait été possible, alors que normalement, on va vous dire X kilos, X kilos, X kilos avec une balance, tout ça, enfin bref. Écoutez votre chir, mais si vous n'avez pas de consigne ou si vous pouvez y aller, la rééducation, faites-la tous les jours. Faites vos exercices. Moi, après, je descendais mes escaliers avec mes béquilles, je les posais et tous les jours, je faisais mes exercices de flexion, d'extension, d'élastique. C'est Smart Workout, mes élastiques, c'est ça. Vous cherchez Smart Workout. Après, ça sert pour la muscu à la maison, on peut tout faire. Il y a une barre, il y a un kit complet. Moi, j'avais tout pris. Je me suis pitonné au mur des anneaux. Du coup, avec une chaise, je me mets d'un côté ou de l'autre et je peux travailler en extension ou en flexion. Et j'ai récupéré comme ça mon quadri parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais récupéré. Et ben moi, j'ai récupéré. On en était à partir de 7-8 mois après la blessure, j'avais quasiment, on va dire, allez, en tour de… Je suis pas solide, hein, on est d'accord, hein, je suis pas musclé. Mais en tour de cuisse et compagnie, j'étais quasiment à 90% de l'autre normal et je suis persuadé que j'arriverai à 100% parce que je vais mettre toutes les chances de mon côté. Donc du coup, voilà, moi, j'ai réussi à récupérer. Donc faites-le. Maintenant, la deuxième chose importante qui va avec la rééducation, avec votre reconstruction et que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est l'alimentation et l'hygiène de vie. Alors, on va pouvoir mettre le doigt dans un sujet un petit peu compliqué. Alors, on va commencer par le plus simple, ça va être la nourriture. Déjà, buvez énormément. Votre corps, il a besoin d'éliminer, il a besoin de drainer, il a plein de choses à sortir, que ce soit juste après l'opération. Hein, comme on vous dit, hein, ce qu'on vous injecte pour vous endormir, pour l'anesthésie générale, forcément, il y a du produit dedans, il y a de la chimie. Donc, votre corps, il va avoir besoin d'évacuer ça. Mais il va avoir aussi besoin d'évacuer et de drainer tout ce que lui, il va faire comme job, parce que c'est lui, une fois que vous êtes opéré, que c'est fixé, c'est votre corps. Et c'est même pas vous, enfin indirectement vous, mais c'est la machine qui est autoprogrammée dans vos gènes qui va gérer et réparer et refabriquer votre os. Enfin, c'est quand même assez fou. Il va boucher les trous, il va les coller, ça va être plus solide qu'avant avec la cale d'os, la cale osseuse comme on appelle ça, là où ça va être fait, et il va pas faire une exostose, il va s'arrêter, enfin il va reconstruire. Moi j'avais l'interligne articulaire, donc la séparation entre tibia et fémur, qui était pété, hein, parce que le fémur est allé défoncer et tasser le tibia. Le chir a fait un travail d'orfèvre. Mais derrière, l'os, quand il s'est reconstruit, il n'a pas dit « tiens, je vais faire une exostose, et je vais retoucher le fémur et je vais bloquer l'articulation ». Non. Donc votre corps, il est incroyable, il faut l'aider. Donc vous buvez beaucoup. 2 litres, 3 litres par jour. Ah, vous allez y aller aux toilettes, hein. Mais 2 litres, 3 litres par jour, mais allez-y sans limite, buvez de l'eau à max. Ensuite, des fibres. Alors moi, on me parlait de haricots. Très bien, bouffez des légumes, bouffez des haricots, bouffez des fibres, mangez bien. Et surtout, évitez de manger trop gras et trop sucré. Pourquoi? Parce que vous allez rester probablement, si vous êtes dans le même cas que moi, vous allez rester sur un canapé pendant 2 mois à rien faire, à rien griller comme calories. Enfin, si ce n'est ce que votre corps va utiliser pour se réparer et pour tourner au ralenti. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit qu'ils ont pris 15 kilos. Moi, je sais que j'ai une tendance à l'embonpoint. J'adore la bonne bouffe, vous le savez. J'aime boire du bon vin. Donc là aussi, on va en parler parce que ça fait partie des deuxièmes trucs importants. Donc j'ai dû forcément, comme on me l'a dit à l'avance, même si on peut évidemment s'en douter qu'on va faire peu d'activité et que comme on perd le moral, on va se jeter sur la bouffe et qu'on va prendre du poids, c'est contre-productif. Là, autant se tirer une balle directement dans le corps parce que forcément, c'est ce qu'on va faire. En prenant du poids, on va s'accabler encore plus sur notre sort et on va déprimer. Faites attention au poids. Moi, franchement, ça m'a mis un gros warning. Je sais que j'ai tendance à prendre du poids, donc j'ai fait très attention et je crois que du coup, à part perdre du muscle et le transformer un peu en grassouillet, mais du coup, j'ai quasiment pas pris de poids. Et ça, je sais que ça a été un point important pour moi, sinon ça allait me tirer vers le bas encore plus. Donc faites gaffe à votre alimentation, il faut qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit saine. Et pour la reconstruction osseuse, si vous avez comme moi, vous avez 2 énormes ennemis. Mais c'est évident, on le sait, de toute façon c'est des ennemis de tout, donc forcément c'est des ennemis de ça, c'est la cigarette
et l'alcool. Alors la cigarette, on va pas faire un dessin dessus, c'est une dépendance. Moi, je suis ravi de ne pas l'avoir et de jamais l'avoir eu. On sait ce que ça fait quand on est en état normal de santé. On sait ce que ça fait sur absolument n'importe quoi du corps. Mais du coup, sur la reconstruction osseuse, je suis allé lire pas mal de choses. C'est un gros ennemi. Maintenant, comme je sais que c'est une addiction, je ne sais pas si vous êtes fumeur et que vous êtes blessé, ce que vous serez en capacité de faire, mais faites tout ce que vous pouvez pour toucher le zéro. Parce que forcément, toucher le zéro cigarette, hein, pas le zéro moral, toucher le zéro cigarette en faisant gaffe à l'alimentation parce qu'on sait que du coup on compense comme ci, comme ça. Parce que ça, c'est clairement pas un allié. L'alcool non plus. Alors, l'alcool, bah moi, ça me touche. Hein. Alors, je ne suis pas un alcoolique. Hein. Je me résume simplement à boire du bon vin, généralement le week-end et uniquement vendredi soir et samedi soir. Ah bah voilà, c'est régulier, t'es alcoolique. Eh mince, c'est fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai touché 0 goutte d'alcool pendant un mois, je crois, ou plus, je sais plus. Ou alors, peut-être que de temps en temps, j'ai dû faire, en mode femme enceinte, quoi. T'es sûr que j'ai le droit à 2 gorgées pour le goûter juste? Allez, pas plus, hein, voilà. Bon, chacun après fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, je suis pas certain que ce soit 2-3 gorgées d'un excellent Bordeaux ou d'un excellent Bourgogne qui change la face du monde dans ma rééducation et dans ma reconstruction osseuse. Mais c'est un ennemi, sachez-le. Donc faites très attention à ça. Ce qu'on nous recommande, c'est 0 tabac, 0 alcool, super bouffe, beaucoup de flotte et c'est hyper important. Après, c'est vous qui voyez, mais moi j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté et quand j'ai montré mes radios, parce que vous avez des radios de contrôle ensuite, eh bien au bout d'un mois, on voyait déjà plus le trait de fracture, c'est-à-dire que mon os avait rempli le trait de fracture au bout d'un mois. Et apparemment, parce qu'ils arrivent à voir, ceux qui savent lire les radios, moi j'étais incapable de... J'étais devant ça, j'ai dit « Ah bon? Tu vois que c'est mieux là ?» Enfin, apparemment, au bout de 2 mois, c'était histoire ancienne. Au bout de 2 mois, effectivement, on dit que c'est entre 45 jours et 3 mois, ce que j'avais vu sur Internet, pour que selon chaque corps est fait différemment, donc selon chacun d'entre nous, comment ça va faire pour se reconstruire, quand on a essayé de mettre donc toutes les chances de notre côté. Moi, je sais qu'au bout de 2 mois, c'était tellement bien que le chir a dit « Ok, on remet en charge et à la douleur, pas de limite ». Donc voilà, sauf que le problème, c'est que le jour où j'ai reposé le pied au sol, comme je vous l'ai dit, toute ma jambe était dead. Il n'y avait plus un muscle nulle part, la hanche, ça avait pu se verrouiller, le pied, ça avait pu fonctionner. Il a fallu ramener tout le monde avant de pouvoir mettre effectivement en charge l'os. Voilà, donc ça, c'est pour toute la partie rééducation, alimentation, pour remettre toutes les chances de son côté. Et maintenant, on va quand même réaborder un sujet qui va revenir régulièrement, puisque là, je vous ai fait des sauts dans le temps de 2 mois, 3 mois. On est revenu en arrière au début, à la fin, mais tout au long, il s'est passé des choses là-dedans sur le bonhomme qui est resté sur le canapé. Donc on va parler de l'évolution du moral et de la fluctuation de la météo de notre moral tout au long de la convalescence. En fait, déjà, il faut savoir un truc, c'est que l'avancement de la journée va jouer sur votre morale. Par exemple, je l'ai revécu là hier soir. Hier matin, je suis sorti donc de l'hôpital. Je n'ai pas pris les béquilles parce que je boitouillais. Enfin, je les avais à la main, mais je m'en suis pas servi. Je vais dans ma bagnole, donc une boîte auto. Comme c'est la jambe gauche, je peux rentrer tout seul. Pas d'attelle, rien du tout. Je n'ai pas besoin de ma jambe gauche. Donc, je suis rentré chez moi. Je me sentais bien. Hop, bon moral, ça va. La kiné était passée avant de me laisser sortir. J'ai dit, bon, on fait des squats. Voilà, je faisais le con. Oh, le soir, là, hier soir, mais j'étais dans un état. Et boum, et mon moral commençait à chuter. Je me suis rappelé, je me rappelle trop de ça. En fait, le matin quand vous vous levez, et là ce matin je me suis levé, donc là on est milieu de matinée, ça va bien. Je sais que ce soir, je vais me prendre une claque. Parce que fatigue, parce que ça s'engourdit, parce que là vous avez passé une nuit la jambe à plat, le corps il est content, il a bien travaillé. Le matin vous vous levez, ah c'est souple, ça va bien. Et le soir, ça regonfle. Ça redouble des fois, et puis on repère en mobilité, la douleur se réveille et compagnie, et la fin de journée est plus difficile. Donc votre morale, déjà tous les jours, il va jouer au yo-yo entre le matin et le soir. Sachez-le, écrivez-le sur un papier pour vous en rappeler, vous dire « Oh putain, c'est normal, ne sombre pas, ne t'accable pas, c'est normal. » Mais au-delà de ça, vous allez rajouter des phases où « Ouais, allez, c'est bon, ça va. » On va parler tout à l'heure des astuces qu'on va faire pour se fixer des objectifs, pour s'accrocher. Il faut s'accrocher à quelque chose, sinon forcément vous allez sombrer. Donc vous avez des moments où ça va aller bien. Pendant quelques jours, vous avez le feu, ça va bien parce que vous avez vu des amis, vous avez quelque chose, une nouvelle, hop, ça va bien. Quelque chose a fait que ça va bien. Et puis il y a des fois où ça redescend. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Moi, le nombre de fois où j'ai recraqué alors que je voyais que ça allait, que j'avais du soutien, que j'avais des solutions, que j'avais fait en sorte de m'en sortir, de rebondir, de réfléchir à tout ça, et il y a des fois où j'ai craqué. Mais quand je vous dis craquer, c'est au plus profond, à s'écrouler,
ah c'est bon, c'est foutu, je remarcherai jamais, je me rappelle même plus comment c'est de marcher, comment c'était d'être une personne entre guillemets, alors on va pas dire normale parce que c'est pas sympa pour des personnes qui ont un handicap à vie, mais valide on va dire, avec la capacité d'utiliser tous ses organes, tous ses mouvements, tout son corps. Et ben on en vient à oublier ça quand même. Enfin c'est assez dingue. Et pour autant on sait qu'on va s'en sortir parce qu'on sait qu'on n'est pas à vie, parce que j'ai eu du fauteuil roulant aussi pour me déplacer des fois. Alors voilà, c'était pour garder la jambe comme ça parce que les béquilles c'était fatigant, mais je me l'étais fait prescrire donc je l'ai utilisé, bon pas longtemps, parce que psychologiquement c'est pas simple quand même de se voir là-dedans. Et il y a des gens qui passent leur vie dedans, donc il faut penser à eux et il faut se dire, moi c'est pas longtemps. Mais pour autant on a beau se dire tout ça, vous savez toutes les grandes phrases là, magnifiques qu'on peut vous sortir, ça vous aide en rien quand vous êtes dans le canapé depuis plus d'un mois, que vous pouvez rien faire, vous pouvez pas porter votre fils, vous pouvez pas lui changer une couche, vous pouvez pas aider, vous voyez votre conjoint qui s'épuise, qui perd le moral aussi, vous pouvez pas aller faire des courses, vous pouvez pas aller vous préparer un œuf. Voilà, des exemples bêtes que pour même aller aux toilettes ou à la douche, je vous l'ai dit, c'était une horreur, c'était une mission. Forcément, votre moral, il va retomber. Sachez-le, c'est normal. Donc, il va falloir essayer de trouver comment faire en sorte. Parlez-en, appelez quelqu'un, dites là, je craque, parce que juste de parler, des fois, le temps que vous vidiez toutes vos larmes, et hop, ça va remonter. Mais ça va arriver, je vous le promets, et c'est normal. C'est normal. Alors, bien évidemment, là, je m'adresse plus particulièrement à toutes les personnes qui savent que cette vidéo est sortie et qui un jour, s'il leur arrive un pépin, je ne leur souhaite pas évidemment, vont se dire « Oh putain, je vais aller la revoir parce que ça va me redonner peut-être des petites astuces comme ça pour traverser au mieux. » Si tout va bien, tout va bien. Vous n'avez pas forcément besoin de regarder cette vidéo. Mais j'avais envie de laisser une trace là-dessus parce que je pense que ça peut aider. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir des retours de votre part, en fait, parce que j'ai eu des témoignages. Et ça m'a aidé à avoir les petites lumières en tête. Ça, c'est normal. Ça existe. Il va se passer ça. Voilà. Et on n'a pas toujours ce genre de témoignage. Donc peut-être que cette vidéo servira de témoignage et servira de pense-bête à quelqu'un qui aurait une blessure comme ça et pour lui rappeler que ça va aller, mon gars. Tu vas t'en sortir, ça va revenir, il va y avoir des solutions, il va y avoir du mieux et même si c'est un moment où on n'y croit plus, ça va revenir. Bien évidemment, quand on est dans une situation où ça va revenir, je ne vous parle pas d'un cas paralysie et compagnie, mais voilà, il va falloir essayer de faire en sorte de remonter son moral quand il ne va pas bien et pour ça, la petite astuce que je peux vous donner, c'est de s'accrocher à des petites victoires. C'est-à-dire que, en fait, moi je vivais… Bon, vivre au jour le jour, c'est pas facile parce qu'on voit pas tant d'évolution que ça. Donc ce que je faisais, c'est que j'essayais de me dire, au bout d'un moment, quand je l'ai compris, j'essayais de me dire, je vais vivre à la semaine. Alors, par exemple, vous allez être assis sur votre chaise de douche dont je vous parlais tout à l'heure, avec votre magnifique chaussette étanche pour pas mouiller le pansement, et vous allez prendre votre douche, et un jour, vous allez vous rendre compte, putain, j'arrive à vachement bien me plier pour aller jusqu'à mon pied et nettoyer mon pied qui pendant combien de temps est resté un peu couleur bétadine après l'opération. Et du coup, ça, c'est une petite victoire. Ou le jour où vous allez pouvoir, allez, c'est bon, j'arrive à me doucher debout, je suis à peu près en équilibre, ça, c'est une victoire. Ou le jour où sur les WC, bam, vous allez arrêter de tomber comme une masse à tout décrocher, mais que vous allez réussir à descendre un peu en contrôle, ça, c'est une victoire. Voilà, plein de trucs comme ça. Ou le jour où du bord du canapé, vous n'avez plus besoin de faire une espèce de roulade pas possible pour vous relever, mais vous arrivez à plier la jambe, à mettre les deux jambes à peu près au même niveau et à vous relever, ça, c'est une victoire. Essayez de les noter, prenez une feuille et notez ça, je peux pas faire, ou limite, notez ce que vous pouvez pas faire d'ores et déjà, votre perte d'autonomie, et cochez après quand ça c'est revenu, ça c'est revenu, ça c'est revenu, ça c'est revenu, parce que ça va vous rebooster. Et rappelez-vous, des fois, ça c'est dingue, je le faisais, je me disais, parce que le temps est long, on est d'accord, sur un canapé, alors moi j'ai bossé, je me suis pas embêté. Votre meilleur ami sera certainement Netflix ou YouTube ou votre télé. Tiens, refaites-vous tous mes épisodes. Le gars qui fait une auto-promo, quoi. Non, mais il va falloir penser à s'occuper l'esprit. Donc ça peut être de la lecture, ça peut être tout ce qui reste en statique. Moi, j'ai bossé comme un fou. J'ai préparé plein de guides, j'ai préparé plein de projets. Je me suis pas du tout embêté une seule seconde. Même, il m'a, comme maintenant, encore manqué de temps. Mais en gros, vous n'allez rien faire et du coup, quand vous avez débloqué une petite victoire, notez-la et marquez cette petite victoire, elle est débloquée, ça y est, j'arrive à faire ça. Parce que c'est ce genre de choses qui va vous redonner du moral. Ah oui, et là, je me suis perdu. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le temps va être quand même très très long sur un canapé parce que vous allez vivre sur un espace de 1,5 m carré pendant je ne sais pas combien de temps. Eh bien, dites-vous bien un truc, c'est que des fois, vous allez vous rappeler, vous dire « Attends, mais là, c'était il y a combien de temps que j'étais incapable de faire ça ?» Parce que là, j'ai récupéré ça et c'est pareil, quand tout revient à la normale, on oublie trop vite ce qu'on a eu, malheureusement. Ça, c'est comme les grandes phrases. « Ah, après le Covid, on se souviendra. »
Une semaine après, on avait pris tous notre vie normale et puis on a bien oublié qu'on a été confinés et compagnie, hein, et que notre liberté a été entachée. Bah là, c'est pareil. Vous avez perdu votre liberté de vous déplacer, de faire ce que vous voulez, d'être comme avant. Et du coup, quand vous allez récupérer des petites choses, rappelez-vous que purée, mais il y a 4 jours, je ne pouvais pas faire ça. La semaine dernière, je ne savais pas faire ça. Bon, c'est bon, la semaine prochaine, je vais encore gagner autre chose. Et effectivement, si vous prenez des blocs d'une semaine, vous allez vous voir avancer. Et ça fait un bien fou au moral. Pensez bien à mettre en avant tous vos progrès. Je peux recuisiner, je peux reprendre ma douche toute seule, je peux reconduire par exemple. Moi, j'ai carrément changé de voiture, j'ai pris une boîte auto pour pouvoir être plus rapidement autonome parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être autonome. C'est pour ça que j'ai très mal vécu ma perte d'autonomie. Donc quand j'ai retrouvé mon autonomie, on revit. Et en fait, il faudrait limite, j'avais mis des notes dans mon téléphone, mais pour les regarder tous les jours pour dire, rappelle-toi, oublie pas mon gars, rappelle-toi ce que tu pouvais plus faire et que maintenant tu as regagné ça. Donc ça, c'est assez important. Et il y a aussi l'importance, je voulais mettre dans tout ce regain d'autonomie, il y a aussi l'importance du soutien extérieur parce que le soutien extérieur va vous permettre aussi des fois quand vous vous accablez sur votre sort de vous dire « attends mon gars, tu te rends compte, tu fais ça ?» Moi, quand je t'ai revu là il y a 2 semaines, quand on a bu un café ensemble, tu étais incapable de faire ça. Et maintenant, tu fais ça. Et regarde, là, tu n'utilises plus ça. Et tu n'utilises plus qu'une béquille au lieu des 2. C'est vraiment votre entourage qui va pouvoir vous dire « mais tu as fait des progrès ?» Mais attends, mais c'est vachement bien ce que tu fais. Donc n'hésitez pas à voir du monde, n'hésitez pas à partager vos étapes et que vos proches vous voient parce que du coup, c'est eux aussi qui vont vous aider à vous rebooster et à vous faire prendre conscience que oui, vous êtes en train d'avancer. Ce qui m'amène maintenant à un nouveau chapitre, l'avenir et la suite. Il va être extrêmement important dès le début pour vous sortir de ce fameux tunnel dont je vous ai parlé, où je vous ai dit il n'y a qu'un chemin, c'est tout droit, c'est au fond. Vous pouvez être lent, vous pouvez vous arrêter, mais ce n'est pas une bonne idée parce qu'il n'y a qu'un chemin, il n'y a aucune autre solution. Il faut aller de l'avant et il faut sortir de là, de la meilleure manière possible en fonction de ce qui nous est arrivé, bien évidemment. Et pour ça, je pense que notre cerveau à tous a besoin de jalons, de projets, de choses sur lesquelles on va pouvoir s'accrocher, mettre son focus, mettre des objectifs et puis se voir se rapprocher de cet objectif-là. C'est ce qui va nous faire du bien et ce qui va nous aider. Donc parlez-en à votre entourage aussi, à vos proches, annoncez que vous avez envie de faire ça ou ça pour vous tenir des objectifs et pour les faire. Moi par exemple, je m'étais dit, tiens, je vais bosser sur mes projets parce que ça va revenir. Oui, un jour je vais reprendre la moto parce qu'on finit vraiment, je vous dis, on oublie même des fois qu'on savait marcher. Donc, alors que ça dure pas très longtemps, hein, ça dure que 2 mois l'histoire. Enfin, 2 à 4 mois, mais voilà, le temps est long. Donc moi, je m'étais fixé ces objectifs-là et par exemple, vous l'avez vu sur ma chaîne, on était parti faire un road trip dans les Alpes avec les potes en sidecar. Ça a été un gros objectif parce que c'était à peine 3 mois, j'avais encore les béquilles. J'avais le droit de mettre du poids depuis pas longtemps, mais j'avais encore les béquilles et ça m'a aidé, ça m'a mis tellement dans un bon mood qu'au bout du 2e jour, les béquilles, je les avais juste en secours, mais je m'en servais plus, j'arrivais à me débrouiller sans et ça m'a vraiment fait un bien au moral, vous pouvez pas l'imaginer. D'ailleurs, j'ai préparé une vidéo là-dessus. De toute façon, je la sortirai sur ma chaîne parce que ça pourrait être la continuité de cette vidéo. Mais ça m'a donné un bol d'air, ça m'a fait un bien fou. C'est la première fois que je ressortais de chez moi, que je retournais faire ce que j'aime. C'était génial, c'était marrant, c'était plein d'authenticité, c'était plein de joie de vivre, c'était plein de paysages comme j'adore. Enfin, c'était vraiment super, de bons moments de vie. Et du coup, fixez-vous ce genre d'objectif pour vous accrocher à un projet réaliste par rapport à ce qu'on vous a annoncé, ce que votre évolution et ce que les chirurgiens et les médecins vous ont annoncé. Fixez-vous des objectifs, partagez-les, travaillez dessus, mais ne restez pas sans rien à attendre que ça se répare tout seul, que ça végète. Non, il faut être dans la... Il faut être moteur en fait. De toute façon, ce mot moteur, il va bien parce qu'on va vous dire de regagner en motricité, en mobilité, en tout ça, en tout ce qui bouge en fait, en mouvement, en énergie, voilà. Il va falloir se remettre en mouvement. Donc pensez bien à vous fixer des choses comme ça. Réfléchissez à quelque chose que vous avez envie de faire. C'est l'occasion. Et réfléchissez aussi à autre chose qui va aborder le chapitre suivant. C'est avant, j'étais en situation normale en fait, on va dire, dans ma vie normale. Et c'était beaucoup trop normal, cette normalité. C'est-à-dire qu'on en vient à oublier le bonheur que c'est de juste pouvoir marcher. Bah ouais, c'est basique, c'est bête. Voilà, un gamin à 1 an et demi, hop, il apprend à marcher et en théorie, on imagine qu'il va marcher toute sa vie. Mais sauf que, voilà, on peut perdre la marche temporairement ou plus longtemps. Et il ne faut pas oublier, je pense, quand il nous est arrivé un truc comme ça, il ne faut pas oublier le bonheur que c'est de pouvoir être libre de marcher, les belles petites choses. Voilà, ça fait très gourou, ça fait très... Voilà. Mais c'est vrai en fait, s'accrocher à ces petites choses du quotidien, il ne faut pas les oublier. Et ça, c'est le chapitre suivant.
En fait, ce que je veux dire, c'est qu'expliquer que normal, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on va vous dire hein, dans votre processus de convalescence et de reconstruction. On va vous dire pour retourner à votre vie normale, à faire tout ce que vous faisiez avant, puisqu'on a envie de reprendre nos activités. Alors, on a envie de reprendre notre autonomie, notre liberté, donc aller faire les courses tout seul, aller faire voilà, tout ce qu'on a à faire tout seul. Mais chacun a ses activités. Voilà, moi, par exemple, il y avait un peu de sport et la moto. Il y en a pour qui ça va être la randonnée, ça va être l'escalade, ça va être l'escrime, la boxe, j'en sais rien, enfin bref. Et on va tous poser comme première question, quand est-ce que je peux retourner à cette vie normale? Et en fait, il ne faut pas oublier que cette vie normale, elle va avoir un sens quand même différent. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on oublie toujours trop vite. Évidemment, on est pris dans le quotidien, on est pris dans la vie, on est pris dans nos soucis, on est pris dans, voilà, on sait qu'aujourd'hui on vit à 1000 à l'heure, on essaie de faire en sorte de gagner suffisamment d'argent pour s'en sortir. Tout coûte de plus en plus cher, voilà, on peut voir tout ça comme ça aussi, mais il faut essayer de se mettre des petits rappels. Donc moi, ce que je pense, hein, bêtement, je ne savais pas que je récupérerais ma plaque, et du coup, je pense que dessus, alors peut-être je vais enlever les vis, j'en sais rien, mais je pense que je vais écrire des petits mots clés pour l'avoir. C'est marquant en fait, hein, c'est assez frappant comme truc hein, quand même, hein, c'est assez, voilà. Je vais essayer ou des post-it ou je sais pas, pour pas oublier. Voilà, chacun les siens, mais moi ça va peut-être être par exemple calme, parce que je vais toujours trop vite, respire, parce que vous le voyez, et je respire pas, c'est des petits rappels en fait, des petites choses pour que ça serve à quelque chose. Parce que là, c'est le côté philosophique un peu hein, de l'histoire. Mais quand ça vous arrive et qu'au début, vous vous lamentez, mais pourquoi moi, mais pourquoi ceci, cela, peut-être que ça arrive pas pour rien. Voilà, ça c'est la partie vraiment philosophique et je pense qu'elle aide beaucoup aussi à accepter la chose, c'est se dire que ça n'est peut-être pas arrivé pour rien. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Moi, il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé une philosophie de vie, qui m'ont envoyé de la religion. J'ai des gens bizarres qui m'ont envoyé une espèce de gouroutisme, de trucs que j'ai pas du tout aimé, donc je me suis méfié. Mais je pense qu'on peut y voir quelque chose comme ça et moi, ça m'a plu de me dire que c'est pas « oh là là, moi, le pauvre, ça m'est arrivé ». Peut-être que en fait, j'avais trop mis de focus sur mon boulot, que j'avais laissé de côté ma santé parce que je me couchais très tard pour bosser. Je faisais presque plus de sport. Le midi, j'allais plus faire mon sport. J'étais fragile. Honnêtement, j'étais fragile, gras et faible hein, et fatigué quand je suis arrivé à cette petite course de trucs électriques. Et peut-être que quelque chose a fait que stop. Et en fait, j'ai voulu l'entendre ça, j'ai voulu l'écouter, je veux pas que ça serve à rien, donc je veux pas, parce que repris dans le cours de la vie, je vais essayer de me rappeler en fait qu'il m'est arrivé ça et que il serait bien que ça serve à quelque chose, que ça serve pas à rien pour pas y retourner et retomber dedans un autre jour et se reblesser ailleurs ou quoi. Voilà. Donc il faut peut-être essayer chacun d'y mettre la philosophie qu'on veut dessus et de se dire que ce retour à la normalité après une telle blessure qui du coup, par chance, grâce à un bon chir, grâce à la chance que mon corps ait bien encaissé ça, que j'ai bien fait mes exercices, que voilà, beaucoup de concours de circonstances, a priori, je pourrais ne même pas avoir de séquelles d'après le chir. Donc ce retour à la normalité, il ne faut pas que j'oublie et que je me rappelle après une blessure que normal, c'est pas si acquis que ça. Et du coup, on pourrait voir ça aussi comme la prise de certaines résolutions. Vous savez, ces fameuses résolutions de la nouvelle année là, qui servent à que dalle et qu'on oublie au bout de 2 secondes, je sais même pas pourquoi on fait ça en fait. Là, je me suis dit peut-être que je peux m'engager plus fortement envers quelque chose, envers cette blessure et envers ce rappel de qu'est-ce qui a chamboulé ma vie, où je me suis dit, est-ce que je vais peut-être perdre mon emploi? Est-ce que ça va peut-être tout s'effondrer? Est-ce que je vais pouvoir continuer? Je vais mettre tous mes projets en pause? Voilà, ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Moi, j'ai des gens qui m'ont témoigné ça, qui m'ont témoigné qu'ils ont perdu beaucoup dans leur vie en fait. Donc ça peut engendrer des choses assez graves. Donc ce retour à la normale, il n'est pas si inné et évident que ça. Et on pourrait mettre en place quelques résolutions. Donc moi, je me suis dit que c'était plus négociable, que le sport, c'était important. Et j'ai eu quelques fois, en plus là, il fait froid. Là, je vous parle, ça y est, j'ai les mains qui commencent à se congeler, j'ai les pieds qui commencent à se congeler, parce que dans le garage, ça pèle, doit faire 7 ou 10 degrés, pas plus. Et donc quand je dois descendre faire mon sport, même si j'y viens avec un sweat, mais à 7 ou 10 degrés tous les midis, ou quand je suis pas en déplacement et en tournage, c'est quand même, faut se faire violence pendant 4 mois de l'année, on va dire. Mais j'essaye de me dire que c'est plus négociable, mais qu'en fait, je veux que ce corps, je demande pas à être comme ça, de toute façon mon corps il ne sait absolument pas faire ça, j'ai beau faire ce que je veux, je prends pas tant que ça, mais je veux qu'il sache encaisser un gros road trip moto. J'ai des fragilités au niveau du dos, d'ailleurs depuis que j'avais repris la moto, j'ai fait quand même beaucoup de trips jusqu'à me faire opérer, puisque faut quand même se rappeler que dimanche dernier, je rentre d'un trip hivernal en Corse avec Tony de 5 jours, lundi je range mes affaires, je prépare mes affaires, mardi je pars me faire opérer. Donc voilà, j'ai pu vraiment rerouler et en gros le principal problème que j'avais c'était mon dos et pas mon genou.
Donc du coup, je vais faire en sorte que les genoux, que les jambes soient solides parce que je les mettais trop de côté, que je vais les remuscler, que je veux de la mobilité, que je veux un peu de force, que je veux de l'endurance plutôt surtout parce que j'arriverai pas à être costaud et que je veux pouvoir faire de la bécane tranquille et pas subir et pas être épuisé. Enfin voilà. Donc le sport, c'est plus négociable. Et puis il y a d'autres choses que j'ai pas encore réussi à assez mettre dans mes routines parce que la vie de tous les jours, quand vous avez des enfants, vous savez ce que c'est. Quand vous avez voilà, un boulot prenant, vous savez ce que c'est. Quand vous avez une maison à gérer, vous savez ce que c'est. Mais essayez de rentrer des petites choses dans votre routine, des petites résolutions pour devenir plus fort physiquement, moralement et pour que ça serve à quelque chose. Cette blessure qui a trop chamboulé votre vie. Voilà, je pense qu'on a bien développé déjà tout ce qui va se passer pour les personnes à qui il arriverait ce genre de problème. Et ça aide, je pense, moralement déjà de savoir le tunnel dans lequel on est, celui dont je vous parle depuis tout à l'heure, à quoi il va ressembler et par quoi on va passer et ce à quoi il faut faire gaffe ou pas. Et on va arriver au dernier chapitre, c'est ce que je vous secoue là devant la caméra depuis tout à l'heure. Si vous avez du matériel, de l'ostéosynthèse comme on appelle ça, c'est le retrait. Alors ce retrait, il est important parce que, évidemment, avant de le faire retirer, généralement c'est 1 an après. Donc moi, ça aurait été mars. Là, on a gagné à peu près 2 mois parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais tous les voyants qui étaient au vert, ça s'arrangeait bien. Dans 1 mois, il y a le salon de Lyon. Donc c'est aussi un moment où je veux pouvoir être fort debout. Donc on m'a dit qu'1 mois après l'opération, ça devrait le faire. Donc avant de vous le faire retirer, vous avez quand même récupéré beaucoup dans votre vie. Et le fait de le retirer, ça marque quand même une sacrée étape, presque boucler la boucle pour ainsi dire, même si après vous avez une petite convalescence, on va dire de 1 mois à 45 jours parce qu'il faut que votre os se rebouche les trous, il faut recicatriser, il faut enlever les points ou les agrafes, donc ça c'est 15 jours à peu près. Et puis ensuite il faut commencer à reprendre, donc moi une fois que j'ai plus les agrafes, que je peux suer et que j'ai pu, parce que là suer dans le pansement c'est pas le bon plan, j'y retournerai à fond pour pouvoir récupérer tout ce que je veux et attaquer une belle saison. Donc le retrait du matériel, pour ceux qui se posent la question, parce que quand on vient de se le faire poser, moi j'ai essayé d'occulter ça, finalement le plus dur c'est de poser le cathéter, une fois de plus, parce qu'une fois qu'ils vous l'ont posé, c'est par là qu'ils vont vous brancher de quoi vous endormir. À la maison, avant, vous ferez votre petite douche à la bétadine, il faudra raser l'endroit où ils vont opérer, et puis vous allez faire toutes les formalités d'accueil, et puis on va vous amener, vous changer et vous foutre en magnifique habit de lumière à moitié à poil dessous pour aller au bloc. Et là, on va vous expliquer de nouveau ce qui va se passer sur le lit. Et puis d'ailleurs, attends, je me rappelle plus de tout. Je me rappelle avoir été sur le lit. Elle était comment? Si, ça y est, purée, les souvenirs reviennent. Mais c'est dingue, c'est ouf. Si, je revois, la salle s'ouvre, il y a le chir, je me mets tout seul sur le lit, et puis l'anesthésiste revient, commence à respirer ce truc là, vous savez que c'est le début de vous allez bientôt dormir, et puis là, il a une grande seringue sur le côté de votre champ de vision, vous voyez qu'il injecte un truc un peu foncé, je me rappelle de ça, et il dit, bon voilà, on a démarré, je fais, ouais, alors là, je fais le malin, 5, 4, 3, 2, et là, je dis, oh putain, ça part, et je crois que j'ai pas fait 0. Alors là, le réveil, ça allait, beaucoup moins de douleur bien évidemment que quand il a dû passer 1h40 à tout réparer parce que là, en tout et pour tout, ça a duré 31 minutes, donc ça va, c'est beaucoup plus court. Ouais, ça va, c'est assez une formalité et je forçais aussi pour garder un bon moral, pour être fort, pour me dire c'est bon, c'est rien, c'est passager, c'est 2 semaines d'agrafes et parce que pour moi, j'ai qu'un objectif, une fois que j'ai plus les agrafes, c'est je reviens à faire mon sport et je me remets en mode le plus en état de santé possible pour pouvoir vivre tous les jours et pour pouvoir mettre ça derrière moi. Et je mettais avant au sport trop souvent de côté les jambes, alors que quand on perd la marche, parce que ouais, vous savez, on va avoir des pecs, on va avoir le bibi là avec la veine, c'est le truc des mecs là, ouais, éventuellement les abdos, tout ça, ouais c'est bien. Mais si tu peux marcher, c'est grâce à tes jambes en fait. Tes genoux, ils sont recouverts et entourés de muscles. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'était niais et que c'était pas bien de faire ça et que du coup, il valait mieux faire tout le corps et que si je voulais marcher, être solide, randonner, porter mon gamin, vivre, il me fallait des jambes solides. Donc du coup, voilà, j'ai hâte de reprendre et la boucle est bouclée, le matériel est retiré et j'ai hâte du coup de retrouver dans 1 mois une vie tout à fait normale, par exemple au Salon de Lyon, en pouvant discuter avec vous des projets qu'on aura pour cette saison. Pour la suite, au niveau du programme, donc je vous l'ai dit, là on se retrouve à Lyon, n'hésitez surtout pas, Standalone Rider, et si je ne suis pas, Trail Adventure Magazine, et si je ne suis pas, c'est que je suis en train de me promener, je vais revenir. Interdisez-moi de toucher le quelconque 2 roues qu'il puisse y avoir là-bas, et surtout s'il est électrique et instable comme une Suron. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais quand je vois comment tout le monde se foutait dans les bottes de paille alors qu'ils savent très bien faire de ça,
Je me pose des questions. Dans les vidéos qui vont arriver, je vais vous monter la Corse là, il va y avoir quelques épisodes de la Corse en mode hiver avec aussi des réflexions sur la moto en hiver, la CF moto de Tony, enfin il y a pas mal de choses. Et ensuite, j'ai toujours les Vosges et l'Auvergne que je vous garde un petit peu pour la fin de l'hiver, mais ça va arriver, pour vous donner un petit peu envie de mettre ça au programme de vos road trips à partir des beaux jours, parce que je vous garantis que ça fait partie des plus beaux trips que j'ai pu faire depuis que j'ai récupéré ma jambe et en tout cas depuis ces dernières années. Du coup, on se retrouve dans toutes ces prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!